L'abîme intérieur. Pourquoi fuyons-nous d'être seuls avec nous-mêmes? Bonjour, explorateurs de l'esprit. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans une peur qui, bien qu'universelle, est rarement regardée en face. La peur du vide intérieur, d'être seul avec soi-même. Il est crucial de la comprendre car elle façonne nos décisions, nos relations et même notre perception du bonheur. Préparez-vous à une descente dans les profondeurs de la psyché humaine. À la fin de ce voyage, votre compréhension de cette peur ne sera plus la même. Elle sera, je le promets, abyssalement plus claire. Cela vous est sûrement arrivé, ce moment où l'on éteint la musique, la télé et soudain, le silence est inconfortable. Beaucoup d'entre nous ne supportent pas d'être dans un silence total, sans distraction, et cherchent rapidement à remplir cet espace. Nous le voyons aussi dans le besoin constant de stimulation externe. Nos téléphones sont des extensions de notre main et remplir chaque minute libre avec les réseaux sociaux, des vidéos ou des projets semble être la norme, évitant à tout prix de ne rien faire. Depuis des temps immémoriaux, l'être humain est un être social. La solitude, dans les époques ancestrales, signifiait vulnérabilité, danger ou même la mort. Notre cerveau est câblé pour rechercher la connexion et l'appartenance, non l'isolement. Et l'idée de ne rien faire, de simplement s'asseoir avec soi-même et ses pensées, est souvent perçue comme de la paresse ou du temps perdu. Pourquoi accordons-nous tant de valeur à l'action constante et si peu à l'introspection silencieuse? Ce sont les symptômes superficiels, les signes que nous voyons quotidiennement de cette peur. Mais comprendre réellement la peur du vide intérieur exige d'aller bien au-delà de ces observations initiales. Ce n'est que la pointe de l'iceberg. Mais pour comprendre le pourquoi de ces faits, nous devons regarder sous la surface. Il est temps d'activer le scanner et de voir les mécanismes cachés qui nous animent. Le premier mécanisme est neuroscientifique. Notre cerveau est une machine de prédiction et de résolution de problèmes. Lorsqu'il n'y a pas de stimuli externes clairs, ni de tâches définies, il entre en mode recherche de menaces, essayant de combler ce vide avec des pensées, souvent anxieuses ou répétitives, pour trouver quelque chose à traiter. Ici entre en jeu une règle invisible mais puissante. La pression sociale pour la productivité. Dès le plus jeune âge, on nous enseigne qu'être occupé est synonyme d'être précieux et de succès. Le calme, la réflexion ou simplement l'inactivité peuvent être ressentis comme un échec dans ce système de valeurs. Il existe un biais cognitif qui joue un rôle crucial, le biais de confirmation. Si nous croyons intérieurement qu'être seul avec nos pensées est dangereux, ennuyeux ou nous mènera à nous sentir mal, notre esprit cherchera et trouvera des preuves de cela, amplifiant toute sensation d'inconfort et justifiant l'évitement. Anthropologiquement, l'évolution des sociétés de chasseurs-cueilleurs aux sociétés agricoles puis industrielles a altéré notre relation au temps. Autrefois, les cycles naturels imposaient des pauses et des moments de quiétude. Aujourd'hui, la machine ne s'arrête pas et nous avons désappris la valeur du temps passif et contemplatif. La distraction constante résout un besoin humain fondamental, éviter le malaise émotionnel. Se sentir dépassé, triste, anxieux ou même confronter notre propre finitude est inconfortable. Les réseaux, le bruit, les tâches sont des boucliers contre ces émotions que nous préférons ne pas traiter et qui surgissent dans la quiétude. Enfin, la peur du vide intérieur nous confronte à quelque chose de profond, la nature mutable de notre propre moi. Lorsque nous sommes seuls, le spectacle externe s'éteint et il ne reste que notre narration interne, nos peurs, nos désirs et nos contradictions. C'est le véritable vide que nous craignons. Non celui de l'absence, mais celui de la confrontation avec notre propre identité fluide et parfois désordonnée. Comprendre ces processus cachés nous donne une vision beaucoup plus profonde. Il ne s'agit plus seulement de ne pas aimer le silence, mais de la façon dont notre cerveau, la société et notre propre psychologie nous poussent loin de l'introspection et vers la stimulation constante. Mais la réalité n'est jamais aussi ordonnée. C'est là que l'histoire se complique. Il est temps de nous plonger dans les débats et les complexités où il n'y a pas de réponse simple. La première grande controverse, la peur du vide intérieur est-elle un problème universel ou un luxe des sociétés opulentes et post-industrielles? Certains soutiennent que dans les cultures où la survie est la priorité quotidienne, cette peur n'existe pas ou se manifeste de manière très différente. Mythe démystifié. La méditation ou la pleine conscience ne sont pas une pilule magique pour surmonter cette peur instantanément. Bien qu'elles soient des outils puissants, elles peuvent au début intensifier l'inconfort en nous forçant à affronter ce que nous fuyons. La raison psychologique est que notre cerveau cherche des solutions rapides et affronter l'intérieur est un processus graduel, pas un interrupteur. Voici un paradoxe profond. Pour nous connaître vraiment, nous avons besoin de temps seul, d'un espace pour une introspection profonde. Cependant, nous sommes des êtres intrinsèquement sociaux et un isolement excessif peut être préjudiciable. Comment équilibrons-nous ce besoin de découverte de soi avec notre besoin inné de connexion et d'appartenance?
Un point critique, l'industrie de la distraction et du divertissement. Est-il éthique que les entreprises profitent de notre aversion à la solitude en concevant des produits et des plateformes qui nous maintiennent perpétuellement connectés et divertis, perpétuant ainsi la peur du vide intérieur pour leur propre profit? Historiquement, la solitude a été perçue de manière très différente. Dans l'Antiquité, les penseurs et les mystiques recherchèrent la solitude volontaire pour l'illumination ou la création. Aujourd'hui, si quelqu'un cherche trop la solitude, il est souvent étiqueté comme dépressif, isolé ou socialement inadapté. Cette évolution de la perception est un débat en soi. Cette peur nous confronte à la question existentielle fondamentale. Quelle valeur mon existence a-t-elle s'il n'y a pas de spectateur ou de tâches externes qui me définissent? Le vide intérieur peut être l'abîme du manque de but et de sens, un problème non résolu que l'humanité a affronté depuis l'aube de la conscience. Comme vous le voyez, la peur du vide intérieur n'est pas un concept monolithique. Elle est saturée de débats, de tensions culturelles, historiques et philosophiques et nous pose plus de questions difficiles que de réponses faciles et définitives. Maintenant, il est temps de voir les détails qui séparent les curieux des vrais connaisseurs. Préparons-nous pour la connaissance de niche, celle que seuls les explorateurs les plus profonds connaissent. Le concept de personnalité autotélique, inventé par Mihaly Csikszentmihalyi, le créateur de la théorie du flow, décrit les individus capables de trouver gratification et sens dans des activités intrinsèquement plaisantes, sans récompense externe. Cela leur permet de jouir de la solitude et de l'introspection, ce qui ne se trouve pas dans la culture populaire. Le Default Mode Network, DMN, du cerveau est fascinant. Imaginez que votre cerveau est un économiseur d'écran. Lorsque nous ne sommes pas concentrés sur une tâche externe ou que nous ne recevons pas de stimuli, le DMN s'active. C'est là que se produisent généralement la rumination, l'autoréférencement et la planification. C'est le mode par défaut de l'esprit, et pour certains, c'est un écran blanc qu'ils préfèrent ne pas voir, d'où le besoin de distraction. Peu de gens se souviennent de Blaise Pascal, le philosophe et mathématicien du XVIIe siècle, qui abordait déjà le divertissement dans ses pensées. Il soutenait que l'humanité est constamment en quête de distraction pour éviter d'affronter sa propre misère, sa mortalité et la vacuité de l'existence. Un visionnaire dont la pertinence ne cesse de croître. Une théorie moins connue mais puissante est la théorie de la gestion de la terreur, TMT. Elle suggère qu'une grande partie de notre comportement, y compris la recherche constante de distraction et la peur du vide, provient de notre conscience sous-jacente, de notre propre mortalité. C'est une lentille sombre mais perspicace qui explique tout sur une base existentielle. Des laboratoires de neurosciences, une donnée contre-intuitive, dans les expériences de privation sensorielle, où presque tous les stimuli externes, visuels, auditifs, tactiles, sont annulés, de nombreux sujets non seulement ressentent de l'inconfort, mais leur cerveau commence à générer des hallucinations. C'est comme si l'esprit refusait d'accepter le vide total, créant sa propre réalité pour le remplir. Enfin, le concept du vide existentiel de Viktor Frankl, psychologue et survivant de l'Holocauste. Il a proposé que de nombreux problèmes psychologiques ne sont pas seulement le résultat de conflits internes, mais du manque de sens et de but dans la vie. C'est la connexion définitive entre la peur de la solitude, le désir de distraction et la névrose moderne, tissant bon nombre des idées que nous avons abordées en une seule. Ce niveau de détail de connaître les fils invisibles, les théories oubliées et les mécanismes neuronaux sous-jacents nous donne une compréhension beaucoup plus riche et authentique de la raison pour laquelle la peur du vide intérieur est si profonde et complexe. Et qu'y a-t-il au-delà de ce que nous savons? Entrons dans la dernière frontière, où la connaissance se mêle à l'imagination et aux questions les plus audacieuses. À l'avenir, les avancées neurotechnologiques ou la réalité virtuelle avancée pourraient-elles créer des expériences si immersives que le besoin de s'affronter soi-même disparaisse complètement, ou même nous permettre de modifier notre capacité à tolérer et apprécier le vide mental? L'esprit humain est-il, par sa propre nature, capable d'atteindre un état de vide réel, d'absence totale de pensée ou d'autoréférence, sans que cela n'implique un état de conscience altéré ou une dysfonction? Ou bien l'activité mentale est-elle une caractéristique intrinsèquement inséparable de notre existence? Voici l'implication philosophique la plus vertigineuse. Si notre identité se construit principalement à travers l'interaction avec le monde et l'évitement du non-moi interne, existe-t-il vraiment un moi essentiel et immuable qui puisse être découvert seul? Ou est-il toujours une construction réactive à l'extérieur, une illusion forgée pour éviter l'abîme? Surmonter la peur du vide intérieur à l'échelle mondiale pourrait être la clé de l'avenir de l'humanité. Si nous sommes capables de cultiver une relation plus paisible avec notre propre psyché, nous pourrions libérer une énorme quantité d'énergie mentale et émotionnelle qui est aujourd'hui dépensée en distraction, la redirigeant vers la résolution de problèmes collectifs ou l'expansion de notre conscience en tant qu'espèce. Et l'idée la plus provocatrice et ouverte,
Et si le vide que nous craignons tant n'était pas vraiment une absence, mais l'espace de toutes les possibilités, la toile vierge où surgissent la créativité la plus profonde, l'intuition la plus aiguë et la connexion la plus authentique avec l'univers? Et si, en le fuyant, nous fuyions notre propre essence illimitée et notre véritable potentiel? Nous sommes arrivés à la fin de notre descente. Le voyage à travers les 5 niveaux de connaissance sur la peur du vide intérieur est terminé. Il est temps de prendre une profonde respiration et de prendre du recul pour voir le tableau complet que nous avons dévoilé. Nous avons commencé par parler du simple inconfort face au silence, quelque chose qui semble un détail trivial de la vie moderne. Mais nous avons terminé en spéculant sur la possibilité que ce vide puisse être la source de la créativité universelle et le chemin vers la transcendance. Ce qui semblait un simple « je n'aime pas être seul » s'est transformé en une profonde réflexion sur l'existence, l'identité et le potentiel inexploré de l'esprit humain, révélant un abîme aussi redoutable que prometteur. Maintenant, j'aimerais avoir de vos nouvelles. Quelle partie de ce voyage a le plus changé votre perspective sur la peur du vide intérieur? Ou quelle autre question vous est venue à l'esprit en explorant ces profondeurs? Laissez-moi vos commentaires. Si vous avez aimé ce voyage profond et souhaitez continuer à démêler les mystères de l'esprit, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour que nous continuions à explorer ensemble les recoins les plus fascinants de l'existence. À la prochaine, explorateurs!